Jeune, tu l'as fait là, ton article là, ton truc vidéo là sur le site? La chronique vidéo. Ouais, la chronique, tu l'as fait ça? La chronique vidéo, bah non. Bah t'en es où? J'ai avancé. Bah montre-moi, je vois rien là. Tiens, regarde, j'ai travaillé, j'ai fait ça. Ouais, ça c'est pas le sujet. Oui, mais on va improviser. Salut, c'est Gilles et bienvenue dans votre nouvelle émission Un monde d'alternatives, une chronique vidéo consacrée aux alternatives. Et avant de démarrer quoi que ce soit, on va répondre à une question toute simple qui est: qu'est-ce qu'une alternative ? Une alternative est un choix entre plusieurs possibilités distinctes. Ce que nous allons vous proposer aujourd'hui dans cette chronique vidéo est donc une vision différente de ce que vous connaissez déjà. Je ne remets pas du tout en cause votre capacité à lire le titre d'une vidéo, donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. On peut définir le monde réel comme l'ensemble des choses qui sont associées à nos cinq sens, parce que l'on peut définir comme matériel devant nous, et qui réagit avec notre entourage ou avec la société. Bon, j'avoue, c'est assez nul comme définition en soi, mais elle résume assez bien ce qu'on entend souvent dire par les parents à leurs enfants qui jouent aux jeux vidéo. C'est très bien que ton perso soit niveau max, et que tu sois premier sur ton serveur. Mais ça sert à quoi dans la vraie vie? Cet argument, souvent entendu par des gens de notre génération, est de moins en moins valable de nos jours, car la frontière entre cette vie réelle et la vie dite virtuelle n'existe quasiment plus. Quand on en vient à parler d'alternatives au monde réel, on pense en général à la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est le fait de proposer à travers un appareil une immersion dans un monde virtuel. On retrouve donc un certain plaisir à se retrouver immergé dans un univers qui va différer totalement de la réalité, même si la tendance actuelle est d'utiliser cette même réalité virtuelle dans le monde du travail, avec par exemple l'architecture, ou les simulateurs servant à former des pilotes d'avion. La réalité virtuelle a apparu pour la première fois avec le Virtual Boy, créé par Nintendo en 1995, qui fut une des premières consoles à proposer de la réalité virtuelle. Mais cette innovation fut la console la moins vendue parmi l'ensemble des consoles Nintendo. Bien que le Virtual Boy fût ce qu'on pourrait appeler un échec critique, cette console a inspiré la conception de l'Oculus Rift, appareil bien connu de la réalité virtuelle. L'Oculus Rift 2 représente un avenir du jeu vidéo se basant sur l'immersion visuelle et auditive du joueur. A noter que l'Oculus Rift a été initialement financé par un Kickstarter. La réalité virtuelle propose une alternative sensorielle à la vie réelle, mais n'offre pas forcément un fond assez soutenu pour la comparer à la vie. Sword Art Online, écrit par Reiki Kawahara, propose une histoire basée sur la technologie de l'Oculus Rift, en améliorée, enfermant des joueurs dans un MMORPG. C'est ce qui nous amène à parler du MMO. Le plaisir premier arrivé dans un tout nouveau MMO est tout simplement celui de créer un personnage, dit Avatar. Et on retrouve alors approximativement deux types de personnes. Ceux qui vont créer un personnage qui leur ressemble, et ceux qui vont créer un personnage tout à fait différent de ce qu'il pourrait être dans la vie réelle. On peut d'ailleurs sous-répertorier ici deux types d'avatars. Ceux qui sont ce que l'on aimerait être dans la vie réelle, le beau gosse elfe plein de charisme avec des cheveux blancs, et celui qui est opposé à ce que l'on est. Le méchant noble qui est méchant juste parce qu'il veut être méchant. Je suis trop dark. Si on peut comparer ceci à une naissance dans la vie réelle, on peut déjà l'en différencier puisque l'on a le choix de ce que l'on veut être dans cette seconde vie. Ce personnage rejoindra ensuite des ordres ou des guildes pour correspondre à l'identité de l'avatar fraîchement créé, le joueur créant ainsi une histoire à son personnage qui va vivre au travers de son écran jusqu'à aller farmer pour gagner de l'or et de l'équipement. On ne va pas s'étendre sur ces jeux plus que ça, mais l'idée est posée. On joue à des jeux en ligne en vivant l'histoire d'un avatar, dans un monde virtuel regroupant plusieurs joueurs et des aspects qui sont présents dans le monde réel, dont un super important que je vais traiter dès maintenant, l'économie. On en revient donc à la fameuse phrase du début. Mais ça sert à quoi dans la vraie vie? Et je vais utiliser en exemple un jeu auquel j'ai beaucoup joué, Guild Wars 2. Je vais pas développer sur l'histoire ou autre aspect scénaristique, mais bien parler du système économique du jeu. Il existe donc deux monnaies bien différentes dans Guild Wars 2, à savoir les pièces d'or, que l'on peut récupérer en tuant des créatures ou en finissant des quêtes, et les gemmes qui sont une monnaie que l'on peut acheter avec de l'argent réel, pour ensuite l'échanger contre des items rares ou des pièces d'or. Là où ce modèle est assez intéressant, c'est que l'on peut également échanger des pièces d'or pour obtenir des gemmes, pour ensuite obtenir des items rares sans dépenser le moindre sou. C'est là qu'on peut inclure la notion de travail dans le jeu, puisque l'on va effectuer une action dans le seul but d'en tirer un bien. On ne peut cependant pas échanger les gemmes contre de l'argent réel, tout du moins pas légalement, mais on retrouve parfois des annonces sur eBay pour échanger de l'argent du jeu ou des ressources contre de l'argent réel.
On en vient donc à voir apparaître un marché noir qui devient le gagne-pain de certains groupes de farmers chinois. Mais bien sûr, les Chinois, les clichés, tout ça, bah c'est bon, je me casse. Bah, Bah. l'économie créée autour du jeu a donc une incidence sur le monde réel, puisque cela implique l'utilisation de cartes bancaires, mais rencontre également des lois morales et des lois écrites. Tout comme Guild Wars 2 est un exemple pour les MMORPG, Call of Duty permet une immersion rapide et efficace du joueur dans un environnement de guerre totale, principalement grâce à la vue à la première personne et non à la troisième proposée par les MMO. Salut les gars, je suis de retour. C'est génial! C'est génial! On a simplement parlé d'alternatives via le numérique jusqu'ici, mais les mondes virtuels existaient bien avant l'apparition du jeu vidéo à travers les livres mais également les jeux de rôle. En passant par des jeux papier comme le livre dont vous êtes le héros jusqu'à Donjons et Dragons, ou encore Aventure sur la chaîne du Bazar du Grenier ou Donjons et Jambon sur Eclipsia, ces supports proposent et demandent aux joueurs une immersion dans un monde virtuel cohérent et vraisemblable. Le jeu de rôle grandeur nature représentant quant à lui l'extrême limite entre le monde virtuel et le monde réel. Pour conclure, peut-on vraiment parler de virtuel ? Bah non, on peut pas vraiment parler de virtuel pur, mais de monde virtuel, qui présente une alternative à ce que l'on pourrait connaître. Les mondes virtuels sont un monde imaginaire défini, avec quelques limites perceptibles à tous, afin qu'un grand nombre de personnes puissent se retrouver dans ces univers imaginaires, et dans lesquels aujourd'hui des communautés se forment. On ne peut alors plus parler vraiment de virtuel, étant donné que ces communautés comportent plusieurs personnes physiques, toute activité ou lien créé avec d'autres joueurs dans un MMO ou d'autres lecteurs d'un livre sont bien réels. Les mondes virtuels ayant une incidence sur le monde réel, que ce soit économique ou juste idéologique, on ne peut pas réellement parler de virtuel puisqu'ils font partie intégrante de la vie réelle. On peut alors supposer que le virtuel, pur, existe seulement dans l'imagination, puisqu'elle provient d'une seule personne et ne sert que lui. Bon, c'est bon, tu l'as eu ta chronique vidéo, t'es content ? Oui, c'est bon, allez, ça va. Je vais pouvoir retourner faire ma critique de Danny Boone versus Sharknado 2.